Bonjour et bienvenue au webinaire sur les labels de commerce éthique et équitable. Donc ce webinaire a lieu dans le cadre de la semaine du commerce équitable qui en Belgique s'étend du 7 au 17 octobre. Par rapport aux questions, si vous en avez, eh n'hésitez pas à les poser via le chat auquel vous avez tous accès, il me semble. Et je propose d'y répondre à la fin. Je trouve que c'est plus facile de procéder de cette manière. Donc, par rapport à la structure de l'exposé, on va d'abord faire comme introduction, je vais présenter la Fédération belge de commerce équitable, dont je suis le coordinateur. Et je vais présenter en même temps la vision et la définition du commerce équitable. Ensuite, on va parler des labels, c'est pour ça que vous êtes ici, et on va les aborder sous la forme de 5 questions. Des questions qui ont trait à la multiplicité des labels, à la non-labellisation, au lien entre équitable et bio notamment. Ensuite, là, on va passer plus aux choses sérieuses, on va parler des labels de commerce équitable. Et voilà, on va les présenter un à un de manière relativement technique. Et puis, voilà, en clôture, on aura le plaisir de répondre à vos questions si vous en aurez. Notez que vous voyez ici dans le bas de l'écran à droite, donc il y a mes coordonnées, mon adresse email. Donc, si vous souhaitez de toute façon avoir d'autres renseignements a posteriori, donc n'hésitez jamais à m'envoyer un email de toute façon. Donc la Fédération belge de commerce équitable, Belgian Fair Trade Federation ou BFTF pour les intimes, elle a été créée en octobre 2010. Donc voilà, ici ce mois-ci on souffle nos 10 bougies. Le fait est qu'au sein de la fédération, il y a 25 membres effectifs et 4 membres observateurs, donc on a une trentaine en tout. Faut savoir que la plupart, une bonne moitié du moins de nos membres est spécialisée dans le nord-sud, une petite moitié plus spécialisée dans le nord-nord, mais une grande partie aussi propose des produits du commerce équitable nord-nord et nord-sud également. À savoir aussi que la moitié, plus ou moins, de nos membres sont des coopératives, plus ou moins un quart, un petit quart, j'ai envie de dire, ce sont des SBL, et l'autre quart, il s'agit plutôt d'entreprises avec des statuts juridiques plus traditionnels, je dirais, comme des SPRL, des sociétés anonymes ou des indépendants. Donc les missions de la fédération sont les suivantes. Tout d'abord, soutenir et développer le marché du commerce équitable en Belgique. Donc comment en créant de la visibilité, de la crédibilité. La crédibilité parce que pour entrer dans la fédération, il faut passer par un audit. Et quand on est membre de la fédération, on peut arborer donc, les sigles membres de la Fédération belge de commerce équitable. Et voilà, la fédération crée par ailleurs des opportunités commerciales pour ses membres. Par ailleurs, le but est également de faire évoluer les modes de consommation via des différentes actions de sensibilisation, que ce soit sensibilisation dans les stands ou dans les séminaires. On a aussi un rôle d'expert fiable et impartial sur le commerce équitable. Pourquoi est-ce que je dis impartial? C'est parce que voilà, la fédération est une plateforme qui représente les acteurs du commerce équitable, donc c'est eux qui ont le droit, le pouvoir de décision. Et donc voilà, l'expertise, c'est par exemple le guide des labels qu'on a sorti ici début d'année et dont je vous donnerai les différences, les références pardon, et les moyens pour l'obtenir. Et enfin, voilà, la quatrième mission, c'est de représenter le secteur et faire du plaidoyer politique. Pour ce qui est de la définition du commerce équitable tel que nous, au sein de la fédération, on le conçoit et qui est conçu également au niveau international,
c'est la suivante. Le commerce équitable est une alternative au commerce conventionnel dont la démarche consiste à utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduction des inégalités en veillant à la juste rétribution des producteurs. À cette perspective économique s'ajoutent des préoccupations éthiques, sociales et environnementales. Donc voilà, j'ai bien conscience que cette définition est assez lourde et c'est du blabla. Et donc là, une manière plus synthétique de présenter les choses, eh bien, c'est de définir le commerce équitable à travers les 10 principes de l'Organisation mondiale du commerce équitable, WFTO, voilà, dont, entre parenthèses, BFTF est membre. Donc, ce sont des 10 principes, je ne vais pas les détailler chacun. Ils ont trait à des dimensions sociales et environnementales. Le principe le plus important, j'aurais tendance à dire que c'est le numéro 4, c'est le principe du prix juste, c'est-à-dire un prix avec lequel le consommateur arrive à couvrir ses frais de production, arrive à se payer un salaire et arrive également à investir dans des projets sociaux et ou environnementaux. Donc voilà, quand on parle de commerce équitable, on parle souvent de commerce équitable nord-sud et de plus en plus de commerce équitable nord-nord. Commerce équitable nord-sud, ben, celui que tout le monde connaît, j'ai l'impression, parce que c'est le commerce équitable historique, tel qu'il a été perçu dans les années 70 avec les organisations pionnières en Belgique. C'est basé sur le concept Trade Not Aid, le commerce pas la charité. La philosophie, le raisonnement, c'est que plutôt que d'envoyer de l'argent de manière unilatérale dans les pays en voie de développement pour des raisons humanitaires et à côté de ça, acheter tous les produits exotiques, que ce soit le café, le thé, le riz, le sucre, etc., à un prix qui est ridiculement bas, qui permet à peine aux producteurs de se nourrir, eh bien, les pionniers du commerce équitable se sont dit qu'il était probablement plus pertinent de tout simplement acheter de la marchandise du Sud à un prix qui tient compte de la réalité du producteur, qui lui permet oui, de subvenir à ses besoins, qui couvre ses frais de production et qui le sort de la misère et qui l'aide à se développer. À ce moment-là, il n'y a même plus besoin d'envoyer finalement de l'argent de manière unilatérale dans le Sud. Pour ce qui est du commerce équitable nord-nord, ben il est de plus en plus populaire depuis les années 2000. Pourquoi? Parce qu'à cause de la globalisation, mondialisation, les producteurs, agriculteurs, éleveurs de Belgique et même partout en Europe, partout dans les pays du Nord, devaient vendre leurs marchandises au cours du marché mondial. Le problème, c'est que le cours du marché mondial était très souvent inférieur au coût de production de nos agriculteurs. C'est pour ça qu'on observe, par exemple, en Wallonie, qu'en 1990, il y avait 30 000 agriculteurs, 30 000 exploitations agricoles, et maintenant, en 2020, on n'est plus qu'à 12 000. Et voilà, et le futur n'est certainement pas rose pour le secteur agricole. Donc voilà, il y a eu des réactions, des mouvements de protestation, parmi lesquels on peut citer la crise du lait en 2009, où plusieurs centaines de producteurs laitiers se sont rassemblés et qui, pour protester, pour marquer le coup, ont déversé 3 millions de litres de lait donc dans les champs à Sydney. Ça fait pas mal de foin. C'est d'ailleurs suite à ce mouvement de protestation qu'est née la marque Fairbel, qui est également membre de notre fédération. Donc voilà, maintenant on va parler des labels du commerce équitable à travers 5 questions. La première, c'est une question que probablement pas mal d'entre vous se posent, c'est pourquoi est-ce qu'il existe autant de labels de commerce équitable sur le marché? La première réponse, c'est qu'il est tout à fait permis de créer un label. Donc vous et moi, n'importe qui en Belgique peut créer un label de commerce équitable sans rendre de compte à personne. Et donc en ayant le cahier des charges qu'ils veulent.
voilà, donc dans le secteur du bio, la situation est justement tout à fait différente parce que les labels bio, il n'y a qu'un seul cahier des charges, le cahier des charges européen que les gens tout le monde en Europe est obligé de suivre. Il y a vraiment une uniformisation au niveau bio, mais au niveau du commerce équitable, ce n'est pas le cas. Donc voilà, au niveau du commerce équitable, chacun peut définir le cahier des charges, le référentiel qu'il souhaite. Il faut savoir aussi que chaque label a ses propres spécificités, ses propres priorités, j'ai envie de dire ses propres qualités, ses propres défauts. Ils sont issus finalement de mouvements assez différents. Je vais prendre l'exemple de biopartenaires ou de biogarantie. Comme leur nom l'indique, ce sont des labels qui sont nés dans le secteur du bio, qui ont ajouté une touche équitable. On va prendre le label SPP, là ils sont nés en Amérique latine, où les petits producteurs disaient qu'il y avait vraiment un besoin de créer un label très contraignant. Et le label Prix Juste Producteur, dont on parlera également plus tard, c'est un jeune label qui a été créé par les agriculteurs wallons. Donc voilà, tous ces labels sont nés dans des environnements tout à fait différents et avec leurs spécificités. C'est pour ça que le cahier des charges, leur profil n'est pas toujours le même. À côté de ça, il y a aussi des différences d'opinion, je dirais, ou du moins de démarche au niveau technique. On va prendre l'exemple du prix juste. Comment calculer un prix juste? Certains considèrent qu'il faut prendre le cours du marché mondial et qu'il faut rapporter 5%, qu'il faut ajouter 5%. D'autres préfèrent établir une grille tarifaire avec pour chaque catégorie de produits un prix minimum à ne pas aller en dessous. Et d'autres, comme c'est le cas du label Prix Juste, comme on le verra, où là, ils privilégient une négociation transparente entre le producteur et le premier acheteur et s'assurer que le producteur reçoive un salaire minimum. Donc, deuxième question, un produit non labellisé respecte-t-il forcément moins les principes du commerce équitable? Eh bien, la réponse est non, parce qu'il existe des produits du commerce équitable qui ne sont pas labellisés. Pour quelles raisons, me direz-vous, ne sont-ils pas labellisés? Tout d'abord parce que certains ingrédients ne sont pas labellisables. C'est surtout le cas dans le non-food, dans le non-alimentaire, dans l'artisanat, où il existe clairement moins de labels que dans l'alimentaire. Par ailleurs, oui, ça, clairement, le fait d'apposer un label, d'entrer dans une démarche de certification, ça suppose un coût qui peut représenter une certaine contrainte, un coût qui peut atteindre plus ou moins 1% du chiffre d'affaires. Et ça, c'est clairement pas négligeable et certains n'arrivent probablement pas à se les payer. Ça provoque aussi une charge administrative parce que qui dit label dit audit et qui dit audit dit qu'il faut tenir des comptes et voilà, entreprendre mettre en place toutes des procédures de traçabilité. Et ça, donc, ça peut paraître assez lourd, surtout pour les petites structures qui ont déjà du mal à gérer toutes leurs tâches. D'autres organisations considèrent qu'il n'y a pas vraiment d'avantage au niveau marketing, il n'y aura pas de plus-value finalement d'apposer un label. On peut prendre l'exemple de grands chocolatiers belges qui sont très connus et qui ont probablement déjà à la base une relation correcte et équitable avec le producteur de base, mais voilà, ils n'ont pas envie de s'encombrer. Enfin, déjà, ils ont une certaine notoriété, une certaine aura auprès du consommateur. Ils n'ont pas envie bien d'apposer un label qu'on voit un peu sur pas mal de produits sur leur chocolat, qui est souvent du chocolat de luxe. Et enfin, tout simplement, certains acteurs du commerce équitable sont plutôt opposés à la philosophie des labels parce qu'ils estiment peut-être notamment que la labellisation peut provoquer de la discrimination, notamment par rapport aux
producteurs qui n'ont pas les moyens financiers pour s'offrir les licences de labellisation. Ensuite, troisième question, existe-t-il des produits, des filières, des acteurs du commerce équitable qui vont plus loin que le cahier des charges des labels? Alors la réponse est oui, et les organismes labellisateurs le disent eux-mêmes, c'est qu'il existe finalement, grosso modo, deux démarches différentes. Les organisations qui font vraiment le minimum pour recevoir le label. Et il y en a d'autres dont le commerce équitable est clairement au cœur de leur activité et qui vont qui vont prendre encore plus soin, si je puis dire, des conditions sociales et des conditions commerciales qui vont lier avec leurs producteurs, et donc parfois ils paient un prix qui même est supérieur de plus de 30% au prix que prévoit le cahier des charges, au prix minimum que prévoit le cahier des charges de certains labels. Quatrième question, donc, outre la présence d'un label, comment peut-on juger de l'aspect équitable d'un produit? Disons que quand on est dans un environnement de circuit court, ça vaut toujours la peine de discuter en direct avec le producteur. Si vous allez chez le fermier du coin, si vous allez faire vos courses dans un comptoir fermier, dans une coopérative de producteurs locaux, comme il en existe de plus en plus à gauche, à droite, c'est toujours riche d'enseignements de pouvoir discuter en direct avec les producteurs et de leurs produits. Évidemment, ça n'a aucune valeur scientifique en soi, mais voilà, il faut savoir que les labels, ils sont surtout là pour créer de la confiance, un contrôle dans le type dans des filières où finalement le client est très éloigné du producteur. Comme si j'achète du chocolat à la grande distribution, évidemment, je n'aurai pas de contact direct avec le producteur. Alors que quand on est dans un environnement de circuit court, c'est un environnement où par définition le producteur et le consommateur sont beaucoup plus proches, et là on est plus dans c'est plus propice à une relation de confiance, une relation propice à la philosophie du commerce équitable. Ensuite, il est toujours intéressant de s'intéresser d'une part à toutes les informations qu'il y a sur l'emballage du produit, et également de visiter le site internet du produit. Idéalement, le site internet devrait être renseigné sur le packaging des produits. Alors évidemment, il ne faut pas tout prendre, tout croire et tout prendre pour argent comptant. Il faut faire attention au fair-washing, parce que certaines grosses enseignes sont passées maîtres pour présenter les choses de manière mielleuse. Cela étant, voilà, si par exemple on donne le nom des coopératives du Sud, c'est déjà un bon point. Et voilà, je vais prendre par exemple l'exemple de Café Shorty, donc membre de la BFTF, qui lui n'est pas dans une démarche de labellisation. Cela étant, si vous allez sur leur site, vous verrez qu'il est très proche de la coopérative guatémaltèque, d'ailleurs qu'il a cofondée, et il offre même la possibilité à qui veut d'aller visiter cette coopérative au Guatemala. Donc voilà, ça encore, ça n'a pas de valeur scientifique, le fait de visiter un site internet, mais malgré tout, on peut enseigner des éléments tout à fait intéressants. Et enfin, et là peut-être que on prêche un petit peu pour notre chapelle, mais le fait d'appartenir à une fédération, ça offre une certaine crédibilité, une certaine fiabilité par rapport aux organisations qui sont membres de fédérations nationales de commerce équitable. Il faut savoir qu'il existe une fédération nationale de commerce équitable dans la plupart des pays européens, et pour devenir membre, il faut passer par un système d'audit, et voilà, donc ça apporte également une certaine crédibilité à ces organisations. Donc, cinquième question, un produit labellisé
Équitable est-il forcément bio? Donc ça c'est une question qui est assez centrale parce que les gens font souvent l'amalgame entre bio et équitable. Donc la réponse est non, un produit qui est équitable ou labellisé équitable n'est pas forcément bio. Cela étant, il faut bien souligner que le bio et l'équitable vont de pair. Donc finalement pour deux raisons. D'une part parce que le respect dans l'environnement, la dimension écologique fait partie des principes du commerce équitable. Et d'autre part, on fait, au niveau du commerce équitable, on attache énormément d'importance, bien évidemment, aux conditions de travail des différents travailleurs. Et ici, on peut prendre l'exemple des producteurs de coton. Et bien ceux qui travaillent dans un environnement bourré de pesticides, ils vont se retrouver avec d'énormes problèmes de santé, et ça c'est clairement pas l'idéal. Et c'est pour ça que finalement il y a un lien très ténu entre bio-équitable et qu'au final on estime qu'il y a certainement plus de la moitié des produits équitables qui sont bio. Donc voilà pour les questions sur le commerce équitable. Une fois, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, questions auxquelles je pourrai répondre à la fin. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses, aux choses un petit peu plus techniques. Sont les labels reconnus du commerce équitable. Et on va d'abord commencer par les labels du commerce équitable Nord-Sud, avec certains qui sont des cas particuliers, que je ne sais pas, qu'on peut peut-être pas considérer comme éthiquables. Mais ce n'est pas le cas donc de Fairtrade Max Havelaar qui lui est clairement un label reconnu de commerce équitable, c'est même le plus connu. Voilà, je suis persuadé que la plupart d'entre vous connaissent très bien ce label et le retrouve fréquemment dans pas mal de produits. Donc, pour la petite histoire, à la base, Max Havelaar, c'est un mouvement qui est né en 1988 et qui a changé de nom en fait il y a quelques années dans certains pays, parce que donc le mouvement Max Havelaar est présent dans pas mal de produits, une trentaine, je crois. Dans certains produits, ils ont gardé le nom Max Havelaar, donc en France, ça s'appelle toujours Max Havelaar France. Alors qu'en Belgique, depuis quelques années, Max Havelaar Belgique s'appelle actuellement Fairtrade Belgium. Donc c'est un label qui recouvre une très nombreuse catégorie de très nombreuses catégories de produits. Historiquement, ça s'oriente davantage vers l'alimentaire et il y a pas mal de sous-catégories en alimentaire qui sont couvertes par le label et voilà, vous pouvez aller sur le site et vous verrez d'ailleurs la grille tarifaire avec les prix minimums que doivent payer tous les premiers acheteurs. Et là, vous verrez donc toute la catégorisation des produits, il y en a énormément. Il y a aussi des différenciations par rapport à la différente qualité du produit. Et oui, je reviens sur les catégories de produits. Donc, il n'y a pas que l'alimentaire, il y a également bien du textile, il y a de l'or, il y a des fleurs et même des ballons de foot actuellement qui sont labellisés Fairtrade. Donc voilà un élément important, c'est le pourcentage minimum d'ingrédients équitables qui doivent se retrouver dans les produits qui ont ce label Fairtrade est de 20%. Autrement dit, un paquet de biscuits où seul le sucre serait équitable, s'il n'y a que 19% de sucre, ça n'irait pas. Et quand je parle de pourcent, je parle en termes de poids, pas en termes de valeur, donc c'est toujours vis-à-vis du poids. Autre élément, donc c'est le respect d'une règle fondamentale dans le commerce équitable. All that can be fair trade must be fair trade. Autrement dit, tous les ingrédients qui sont labellisables, tous les ingrédients où il existe des filières de commerce équitable disponibles, eh bien, doivent être équitables. On peut prendre l'exemple du chocolat. Et là, un chocolat qui est donc composé de cacao
et de sucre, étant donné qu'il existe pas mal de filières de cacao équitable et pas mal de filières de sucre équitable, eh bien dans ce cas-là, et le chocolat et le cacao et le sucre devront obligatoirement être équitables. Alors, oui, donc le label Fairtrade utilise aussi la pratique du mass balance pour 4 catégories de produits, à savoir le sucre, le cacao, le thé et les jus de fruits. Donc le concept de mass balance, donc ça c'est un concept qui est très important à connaître et à comprendre. Donc il est schématisé ici. Donc il s'agit en fait de mélanger pour un même ingrédient du stock équitable et du stock non équitable. On mélange tout, on fait passer le mélange dans des processus de production ou d'empaquetage. Et à la sortie, eh bien, on va prendre le mélange, on va prélever la même quantité de mélange qu'il n'y avait de quantité équitable en amont. Et on va apposer le label Fairtrade sur ces quantités-là. Et pour le reste, voilà, on ne va pas apposer le label. Donc, je vais donner un exemple plus pratique. Supposons que le camion ici à gauche, celui au-dessus, il représente un camion qui transporte 3 tonnes d'oranges non équitables. Et le camion d'en bas avec les 3 boules bleues représente un camion qui transporte 3 tonnes d'oranges équitables. On mélange les 3 tonnes, ça fait 6 tonnes. On les rentre dans l'usine, on en fait 6 tonnes de jus d'orange. Et à la sortie, eh bien, on va prélever 3 tonnes de jus d'orange. On va les empaqueter, on va poser le label donc Fairtrade, Max Havelaar sur le packaging. Et pour le reste, les autres 3 tonnes, eh bien, on va l'empaqueter, mais on ne va pas mettre le logo Max Havelaar Fairtrade dessus. Donc, la philosophie qu'il y a derrière cette pratique, c'est de diminuer les coûts fixes, de faire des économies d'échelle, parce que voilà, on fait le process en une seule fois, donc les coûts fixes vont être moindres que si on devait répéter le process 2 fois. Ça va diminuer le prix, donc ça va doper les ventes, et donc, in fine, il y aura une augmentation de l'impact auprès du producteur en amont, notamment un accroissement des primes de développement, social ou écologique. Ensuite, oui, il est important aussi de parler de ce label-ci qui en fait est le petit frère du label Fairtrade. Il s'agit ici d'un label qui a été lancé en 2014 qui s'appelle Fairtrade Sourced Ingredients. En fait, c'est exactement le même cahier des charges que le label à fond noir. Donc, j'ai peut-être oublié de dire que au niveau visuel, la seule différence, c'est qu'ici, le label Fairtrade Sourced Ingredients a un fond blanc et que voilà, il est souvent accompagné d'un ou de plusieurs ingrédients. Et donc les différences au niveau des principes, c'est que il ne prend pas en compte le pourcentage minimum d'ingrédients équitables. Donc, pour rappel, le label Fairtrade qui avait 20% obligatoire et minimum d'ingrédients équitables, eh bien, ici, il n'y a pas cette contrainte. Donc, dans un produit qui n'aurait que 0,1%, par exemple, d'ingrédients équitables, eh bien, il pourrait avoir ce label. Et deuxième règle auquel ce label n'est pas obligé de répondre, c'est qu'il n'y a pas de respect de la règle « All that can be fair trade must be fair trade ». Autrement dit, on va reprendre l'exemple du chocolat composé de cacao et de sucre. Eh bien, un chocolat peut avoir du cacao, pardon, labellisé et issu de filières équitables, alors que le sucre, pas du tout. À ce moment-là, on ne pourra pas mettre le label à fond noir, mais on pourra mettre le label à fond blanc
en ajoutant donc le terme cocoa, donc le nom de l'ingrédient qui est équitable. Et le but finalement de ce nouveau modèle qui existe depuis 2014, c'est encore d'augmenter les ventes, de trouver plus de débouchés pour ces produits fair trade et d'augmenter l'impact financier auprès du producteur en amont. Ici en l'occurrence au producteur de cacao. Voilà, donc autre label qui est un label très intéressant, c'est le label symbole des producteurs paysans SPP, qui a été créé en 2004 au Mexique par des associations de producteurs qui n'étaient pas satisfaits du cahier des charges des labels qui existaient à ce moment-là. Et donc ils ont élaborer un cahier des charges exigeant. Pourquoi exigeant? Parce que notamment il est réservé aux petites structures, donc ouais, il y a vraiment des limites dans le cahier des charges pour pouvoir rentrer dans le cahier des charges et respecter le cahier des charges de label. Il faut que les producteurs soient limités en termes de pardon, en termes de superficie, ils ne peuvent pas dépasser 5 hectares par exemple. De champs, ils ne peuvent pas dépasser 500 ruches, par exemple, pour la plupart d'entre eux. Pourcentage minimum d'ingrédients équitable est ici de 50%, donc Fairtrade Max Solar c'était 20%, ici c'est 50%. Autre contrainte qui est de taille, c'est que chaque premier acheteur doit acheter au moins 25% de produits labellisés SPP chaque année. C'est pour éviter finalement qu'une grande enseigne qui aurait 1000 produits se disent, ben voilà, je vais acheter un ou deux produits SPP comme ça pour faire bien, pour montrer patte blanche, pour embellir mon image. Non, ici, s'il achète du sucre SPP, s'il veut pouvoir poser l'étiquette SPP sur son produit, il faut que 25% des achats en sucre soient liés à une filière certifiée SPP. Donc le but est aussi donc d'encourager la relation à long terme, donc qui est des valeurs cardinales, une des valeurs cardinales du commerce équitable. Et depuis peu, donc SPP va encore plus loin parce que il oblige finalement tous les produits à s'aligner sur le bio. Donc, il est tellement contraignant finalement qu'il y a assez peu d'entreprises qui adoptent ce label, parce que le problème c'est que plus un label est contraignant, moins il y a de produits qui peuvent être labellisés, parce que moins il y a de produits qui respectent les critères. Et en Belgique, eh bien, il n'y a quasi exclusivement que la marque Étiquable qui a ce label sur la quasi-totalité de leurs produits. Donc Étiquable qui est également un membre de la Fédération belge de commerce équitable. Si vous allez sur le site de la fédération bftf.be, vous aurez des informations sur nos différents membres et des liens vers les sites internet de nos membres, bien évidemment. Ensuite, label WFTO, qui est un label un peu particulier. Donc, pour rappel, WFTO, c'est la World Fair Trade Organization. C'est une fédération mondiale ou une organisation, une plateforme qui regroupe plusieurs centaines d'organisations du commerce équitable partout dans le monde et dont la Fédération belge de commerce équitable fait partie. Et depuis 2013, ils ont permis à leurs membres d'apposer le label World Fair Trade Organization sur leurs produits. Ce qui diffère fondamentalement WFTO de tous les autres labels, c'est qu'il n'y a pas d'audit systématique sur chaque filière de chaque produit, à l'opposé de ce qui se passe dans tous les autres labels. Ici, le fait qu'un produit est labellisé WFTO, cela prouve qu'il est lié à une organisation de commerce équitable qu'il a commercialisé en amont. Donc, oui, donc la philosophie de ça, c'est que, encore une fois, c'est
pour éviter que de grandes enseignes du marché traditionnel, capitaliste, j'aurais envie de dire, mais encore une fois, achètent une poignée, enfin peut-être 1%, même pas de produits équitables pour pouvoir les mettre en avant. Ici, il faut vraiment être dans une démarche fondamentale et avoir le commerce équitable au cœur de son activité pour pouvoir utiliser le label WFTO. Donc je vais vous parler d'un cas particulier, un autre cas particulier, le label GOTS, mais s'il est particulier dans le sens où on ne peut pas considérer que c'est réellement un label de commerce équitable. Néanmoins, c'est un label qui est tout à fait sérieux et fiable par rapport à son cahier des charges. C'est un label qu'on rencontre de plus en plus souvent dans les étiquettes des vêtements. Oui, parce qu'il est donc, signifie donc Global Organic Textile Standard, donc c'est un label qui est lié uniquement au textile. Et donc il y a effectivement des critères d'ordre social, environnemental et de qualité. C'est un label sérieux avec des audits sérieux et fiables. Seulement, il est assez light au niveau social. Tout ce qu'il impose, c'est que les règles de l'Organisation internationale du travail soient respectées. Et petit bémol supplémentaire, c'est que ça concerne essentiellement les étapes de transformation en aval, parce qu'il ne se préoccupe pas finalement du tout premier maillon de la chaîne logistique en amont, c'est-à-dire la cueillette du coton. Là, il n'y a pas d'audit qui soit réalisé dans le cadre de ce label. Donc, et voilà. Et donc en résumé, comme c'est un label qui a pas mal de qualité, ben voilà, c'est toujours un label intéressant qui mérite qu'on parle de lui. Cela étant, il ne prend pas en compte certaines valeurs importantes et centrales du commerce équitable, comme le prix juste, comme le préfinancement, les relations à long terme. Voilà, là, il n'est pas du tout dans cette philosophie-là. Donc maintenant, je vais parler de deux labels français qui ont la particularité d'être présents aussi bien dans le nord-sud que dans le nord-nord. Ils sont plutôt assez répandus en France et pas tellement en Belgique. Donc je vais pas insister là-dessus. Donc il y a le label Fair for Life. C'est aussi un label sérieux et tout à fait fiable qui est né de une fusion avec le label EcoCert. Et c'est d'ailleurs l'organisation EcoCert qui gère le label Fair for Life. Voilà, dans le cahier des charges, il y a 3 catégories. Il y a la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale et le commerce équitable. C'est un label qui attache beaucoup d'importance à l'aspect sensibilisation, au fait que les acteurs du commerce équitable qui s'engagent dans cette démarche de labellisation avec le label Fair for Life sont obligés de communiquer pas mal sur les valeurs du commerce équitable. Et voilà, pour rappel, il est présent aussi bien pour les pays du Nord que pour les pays du Sud. Le label biopartenaire, donc ça c'est un label qui est tout à fait intéressant, encore une fois on rencontre assez peu en France. En France, il est assez répandu en France, mais en Belgique par contre beaucoup moins. En fait, pour le Nord-Sud, il reprend exactement le même cahier des charges que le label Fair for Life, auquel il ajoute 3 contraintes principales. Ce qu'il est bio, hein, alors que Fair for Life encourage le bio, l'aspect environnemental chez Biopartenaire, c'est obligatoire. Il impose également une relation commerciale d'au moins 3 ans entre le producteur qui est en amont et son premier acheteur, alors que Fair for Life, c'est plus optionnel. Et enfin, et ça c'est clairement une priorité du label biopartenaire, à ma connaissance, ça n'existe dans aucun autre label, c'est que il est réservé aux magasins biologiques ou à épicerie fine ou autre, mais en tout cas, il ne peut pas se retrouver dans la grande distribution, donc c'est écrit noir sur blanc dans leur cahier des charges. Et bon, ça c'est plus en France, parce qu'en Belgique, même si c'est peut-être le cas dans les faits, mais il n'y a pas
pas de contrôle par rapport à ça. Donc maintenant, je vais parler en fait, ce sont les deux derniers labels dont je vais parler, sont des labels de commerce équitable exclusivement Nord-Nord. Il s'agit de deux labels belges qui sont très jeunes. Il s'agit de Biogarantie Belgium et du Prix Juste Producteur. Alors le label Prix Juste Producteur, donc il a été créé en janvier 2018, suite aux représentants du secteur agricole wallon, disons, voilà, qui a clairement un problème quand on voit le déclin catastrophique du paysage agricole wallon. Il est géré par le Collège des producteurs, qui est donc l'organisme porte-parole des agriculteurs, des éleveurs en Wallonie, des 12 000 producteurs wallons. Et voilà, au niveau de son cahier des charges, il impose qu'il y ait au minimum 80% d'ingrédients équitables dans chaque produit. Et ça, ben, voilà, c'est plus que n'importe quel autre label. Par rapport aux catégories de produits qui sont couvertes, il s'agit de produits qui sont issus de l'agriculture et de l'horticulture, donc ça aussi c'est une spécificité, à savoir que des arbustes pourraient très bien avoir ce label Prix Juste Producteur. Et ça, je crois que j'en avais touché un mot initialement, donc ce Prix Juste est fixé sur base d'une négociation transparente entre le producteur et son premier acheteur, et qui de toute façon débouche sur une rémunération de minimum 10 € de l'heure pour le producteur. Vous allez me dire 10 € de l'heure, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai, mais il faut savoir que la réalité du producteur wallon, c'est déjà que souvent, il n'arrive même pas à se payer de salaire. Et quand il arrive à se payer un salaire, c'est souvent des salaires de misère, de 3-4 € de l'heure. Donc, un minimum de 10 €. C'est déjà appréciable malgré tout, vu la situation catastrophique dans laquelle se trouvent tous les agriculteurs wallons et belges et européens. Il faut savoir que ici j'ai parlé pas mal de Wallonie. Il faut savoir que dans les faits, il y a également des producteurs flamands qui ont opté pour ce label Prix Juste Producteur. Et voilà. Autre label qui mérite d'être présenté ici, mais qui, selon moi, ne peut pas encore réellement être considéré comme un label de commerce équitable reconnu. C'est le label Biogarantie Belgium qui a été créé en juin 2019, donc voilà, il est vraiment tout récent. Donc c'est le petit frère du label Biogarantie, donc j'imagine que chacun d'entre vous ont déjà rencontré le label Biogarantie, dont le graphisme est exactement le même que celui que vous voyez ici, à part qu'à la place du drapeau belge, ben, tout est en noir. Et le label Biogarantie, c'est vraiment un label qui est pionnier au niveau bio, qui a été lancé dans les années 80, donc même avant le label vert européen. C'est un label qui va même plus loin que le cahier des charges en bio, à différents, voilà, il rajoute des éléments de contraintes supplémentaires. Et donc, outre l'aspect bio, eh bien, ils attachent de l'importance au local, donc 50% d'ingrédients d'un produit labellisé Biogarantie Belgium doivent être produits obligatoirement en Belgique. Et puis, il y a une prise en compte du prix juste, et c'est là un petit peu que le bas blesse, à savoir que au 1er janvier de cette année, eh bien, il n'y avait pas encore dans le cahier des charges de description exacte ou de description tout court de ce qu'était un prix juste. Donc, voilà, lors des audits, ben, ça se fait de manière tout à fait non formelle et non structurée. Et ça, c'est un gros problème, à savoir que malgré tout, il y a déjà plusieurs dizaines de produits qui sont sur le marché belge, mais tout ça pour dire que c'est un label qui est encore en plein développement. Bon, ça, c'était la situation début janvier 2020. Peut-être que j'ai pas réussi à les revoir, à pouvoir encore discuter avec eux
ces derniers temps, mais bon voilà, il faut retenir que c'est un label qui est en plein développement, mais qui a priori donc ne tient pas compte encore une fois, de certains principes importants du commerce équitable, à savoir pas de préfinancement du producteur, et la relation à long terme est encouragée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc voilà, ici je crois qu'on a fait le tour des labels en 3/4 d'heure. Oui, je vais rajouter effectivement que aussi bien pour le label Produce Producteur que Biogarantie Belgium, donc ces deux derniers labels Nord-Nord, quand il y a des ingrédients issus de pays du Sud, comme du sucre ou du chocolat, enfin du cacao, par exemple, ceux-ci doivent être certifiés par un label reconnu et qu'il y a une liste de labels reconnus dans les cahiers des charges. Voilà, voilà. Donc voilà, donc je vous remercie de toute façon pour votre attention jusqu'ici. Avant de passer aux questions-réponses, pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Mais l'ensemble des informations que j'ai données ici se trouve dans le guide des labels du commerce éthique et équitable, qui a été édité donc, il y a quelques mois par la Fédération belge de commerce équitable. Vous pouvez le télécharger sur le site de la fédération, bftf.be, dans Actualité, ou si vous allez tout en bas de la première page du site, vous verrez aussi dans l'article qui est au webinaire, justement. Et je ne peux également que vous recommander l'ouvrage qui était un très long travail de 4 organisations, donc Commerce Équitable France, nos homologues français, la Fédération française de commerce équitable, ainsi que des organisations de commerce équitable américaines et allemandes. Voilà, qui ont fait un ouvrage de plus de 200 pages et qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus complet, voilà, alors que le guide des labels de commerce équitable, ça parle du prix du producteur, de Biogarantie Belgium, des labels qu'on retrouve en Belgique et qu'on ne retrouve pas donc dans l'autre label, mais il est plus léger, je dirais, pour faciliter plus vulgarisé, alors que le guide international des labels de commerce équitable que je vous recommande à télécharger sur commerceéquitable.org, il est beaucoup plus complet, mais beaucoup plus lourd et beaucoup plus technique. Donc je vois qu'il y a quelques questions, quelques personnes qui se manifestent sur le chat, c'est très bien. Alors, Lisa Braille, bonjour. Est-ce que vous pourriez dire un peu de plus sur la question d'une labellisation partielle? Par exemple, une certification du tissu avec lequel on fait une robe, ça peut être que le processus pour faire le tissu soit labellisé Fairtrade, mais le processus pour faire la robe ne l'est pas. Ouais, là, c'est une question un peu trop, ouais, un peu ciblé. Bon, c'est vrai que moi je ne connais pas par cœur tout le cahier de charge des labels, et même si je connaissais par cœur, après on se rend compte qu'il faut discuter avec les organismes labellisateurs, comme j'ai fait pour vraiment connaître toutes les finesses. Mais bon, pour une robe dont le tissu serait fabriqué avec un textile qui serait certifié Fairtrade, pour moi, a priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, si on rajoute d'autres éléments, voilà, il y a des règles, mais c'est vrai que je ne connais pas les règles précises et pratiques par rapport à ça. En tout cas, je vous recommande de contacter nos amis de Fairtrade Belgium, qui sont aussi des membres de la fédération, donc sur fairtradebelgium.be. Donc, ce sont des gens très, très compétents qui répondront très vite à ce genre de questions. Donc voilà pour ce qui est du textile.
Catherine me dit merci, super intéressant, merci beaucoup. Cédric me dit bonjour, à combien peut-on estimer le coût de la création d'un label pour la Belgique, voire l'Europe? Est-ce qu'on parle, enfin je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, est-ce qu'on parle de la création d'un label? C'est-à-dire que enfin, Cédric, si je pouvais vous demander de préciser votre question, est-ce qu'on parle ici de créer un nouveau label ou est-ce qu'on parle finalement de rentrer pour la première fois dans une démarche de labellisation? S'il faut créer un label, ben là, évidemment, il faut quand même une bonne structure derrière, une structure juridique, une structure d'audit, une structure de communication, une structure commerciale, j'ai envie de dire. Et voilà, donc ça, clairement, ça a un coût. Et sinon, le coût d'un label, ben ça dépend vraiment d'un label à l'autre. Certains sont quand même très peu chers. Aux dernières nouvelles juste producteur, je crois que c'était jusque 50 € par an. Bon, ça va peut-être augmenter bientôt, alors que d'autres labels plus courants, souvent il s'agit de l'ordre de 1% du coût d'achat de la marchandise. Sophie-Jeanne Alouja qui me demande qu'est-ce que j'entends par audit. Eh bien, les audits, c'est tout simplement les contrôles qui se font de manière régulière par des auditeurs qui souvent sont indépendants finalement de ceux qui gèrent les labels pour voir si tout est OK au niveau du respect du référentiel, du respect des différents critères. Voilà, ce sont des gens qui se déplacent sur place, sur les lieux de production, parfois en prévenant et parfois ce sont des audits qu'on appelle des audits surprises. Et voilà, donc ils remettent des rapports. Et encore une fois, ça se fait de manière régulière, parfois chaque année, parfois tous les 2 ans, parfois tous les 3 ans. Ça dépend aussi de la philosophie et de la manière de fonctionner de chaque label. Et voilà, pour savoir quelle est la fréquence d'audit de chaque label, donc ça c'est présent, c'est indiqué, c'est renseigné dans chacun des guides de label qui apparaissent à l'écran. Ouais, donc Cédric qui me confirme qu'il s'agit bien de la création d'un nouveau label. C'est difficile de donner un chiffre comme ça, mais voilà, pour moi, il faut quand même 4 équivalents temps plein, j'ai l'impression. Et puis, au-delà de l'aspect financier, au-delà ouais, qu'il faille une équipe pour ça. Il faut savoir que tous les labels font partie finalement de mouvements qui ont décidé de se mobiliser pour créer un label qui corresponde à leurs valeurs. Donc il y a ça aussi qui est très important. On va prendre l'exemple du label Prix Juste Producteur. Encore une fois, c'est un label qui a été créé par l'ensemble des agriculteurs wallons. On va prendre l'exemple du label SPP. Là, c'est vraiment tout un ensemble de coopératives en Amérique latine qui en avaient marre de ce système qui mettait en valeur tous les grosses haciendas, tous les grandes plantations qui avaient une trop grosse taille et où finalement le producteur n'avait pas grand chose à dire. Mais enfin, voilà, je fais peut-être une digression, mais voilà, il n'y a pas que le coût qui importe au niveau du label, quoi. Il faut s'asseoir sur une organisation qui a déjà une forte crédibilité, en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions que vous souhaitez poser par la suite, eh bien, n'hésitez pas à contacter la fédération bftf.be ou info@bftf.be. Donc, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et j'en profite pour dire que nous venons de créer
et de diffuser un reportage donc de 23 minutes sur la fédération, sur les acteurs et sur le concept de levier de commerce équitable comme levier de la transition écologique et sociale. Donc voilà, si vous allez sur notre site internet, vous verrez le lien par rapport à ça. Si vous voulez en savoir plus sur les acteurs belges de commerce équitable. Donc Philippe Lemap me dit merci Jean-Yves pour votre présentation, pas de quoi, même si moi c'est Pierre-Yves, ce n'est pas Jean-Yves, mais on me le fait souvent, vous n'êtes pas le premier, donc ben, c'est avec plaisir. C'était très complet, ben, j'en suis très heureux. Enfin, c'est que c'est pas facile de présenter la question des labels sous un angle, enfin, en essayant d'être assez exhaustif. À noter que oui, c'était complet, à part que je dois avouer que j'ai pris la décision de ne pas parler de l'autolabellisation. Voilà, notamment dans le secteur du chocolat, où certaines grandes enseignes créent leur propre label. Voilà, je n'ai pas pris contact avec ces enseignes-là, donc voilà, c'était un peu difficile pour moi d'en parler de manière péremptoire, mais pour ça, je vous recommande chaudement le guide international des labels de commerce équitable, qui eux, voilà, ont un avis plus tranché sur les questions d'opacité, notamment de l'autolabellisation, c'est-à-dire que les grandes enseignes qui créent eux-mêmes un label et qui vérifient, enfin, donc les décharges apparemment, d'après ce qu'ils disent, assez opaques, et voilà, et que c'est eux qui vérifient eux-mêmes le respect de ce cahier des charges. Alors Marie-Laure qui me dit bonjour, nous sommes plusieurs étudiants à avoir suivi votre webinaire. Dans le cadre d'un master en santé environnementale, serait-il possible de vous présenter formation métier pour compléter notre rapport? Oui, bah écoutez, vous pouvez aller, si vous voulez connaître mon CV, oui, donc je suis Pierre-Yves Brasseur, donc je suis sur LinkedIn. J'ai un background lié aux logistiques, à la transport, à la gestion. Et puis j'ai fait un master en politique économique et sociale. J'ai pas mal bossé dans le privé en tant que dans les services logistiques et commerciaux. J'ai travaillé plus de 5 ans chez Oxfam et voilà, je suis atterri ici voilà, à la Fédération belge de commerce équitable, dont je suis le coordinateur depuis 3 ans. Et n'hésitez pas à me contacter voilà, si vous voulez en savoir plus. De toute façon, n'hésitez pas à également liker notre page Facebook BFTF ASBL et de vous inscrire également à notre newsletter que vous trouverez en bas de notre site internet bftf.be. Voilà, voilà. Apparemment, il n'y a plus de questions. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, voire même à me téléphoner. Donc, toutes les infos sont sur le site internet. Je vous remercie en tout cas chaleureusement à toutes et tous d'avoir été présents. Vous étiez 25 apparemment. Et voilà, c'est un plaisir que ce webinaire a été un succès. Merci beaucoup, à bientôt et n'hésitez pas à vous intéresser aux autres activités du commerce équitable qui sont enseignées sur Facebook, notamment sur le site du Trade for Development Center ou dans ce domaine commerceéquitable.be. Voilà, voilà, je vais couper. Merci à tous et à très bientôt.
Au revoir.